Le feu est fixé, mais le combat continue. Près de 1000 pompiers sont toujours mobilisés vendredi 8 août. Dans l'ordre pour tenter de nouer l'incendie qui a parcouru 17 000 hectares depuis mardi. Les soldats du feu ont pu compter sur une météo favorable de ce vendredi et le renfort des militaires. C'est un travail titanesque à pied sur plusieurs kilomètres que les pompiers parcourent la forêt calcinée. Leur mission repérer la moindre fumerole pour empêcher les reprises de feu. Lorsqu'un point chaud est repéré, il faut alors arroser la terre au plus vite. Le but, c'est de venir gratter le coin, enlever la souche qui brûle et baisser la température pour éviter une reprise. Explique Dominique Damien, un pompier de l'Oise. Ces pompiers sont également équipés de drones à caméra thermique qui leur permettent de repérer depuis le ciel des zones où la température du sol est beaucoup plus trop élevée. Le secteur à surveiller est immense. En seulement 3 jours, l'incendie a parcouru 17 000 hectares de forêt et de vignes qui sont partis en fumée. L'armée appelée un renfort. Par endroits, il ne reste que des arbres calcinés, des carcasses de voitures brûlées et des maisons ravagées. L'armée aussi est déployée sur place avec des bulldozers. Les soldats déblaient les petits chemins forestiers pour faciliter l'accès au massif et permettre aux pompiers d'intervenir au plus vite en cas de reprise de feu. Ce soir, plus de 1000 pompiers sont toujours sur place. Et dans les airs, les Canadiens continuent leur patrouille de surveillance, car après une courte accalmie, la chaleur et le vent devraient faire le retour demain, une météo qui favorise les reprises de feu. Vendredi 8 août, les évacués sont autorisés à rentrer chez eux. Parmi les villages les plus touchés, on retrouve Jonquière, Aude, où certains des habitants ont tout perdu. À peine arrivés dans leur village, ils sont déjà saisis par l'émotion. Des Anglais découvrent la maison de leurs voisins, puis c'est au tour de la leur. Elle est complètement détruite. C'était vraiment une charmante maison et asile l'habitant. De ces charmantes maisons qu'ils occupaient depuis une dizaine d'années, ne reste que les murs. Je suis choqué. Je ne pense pas qu'elle ne pourrait être reconstruite, a-t-il poursuivi. D'autres retrouvent leurs exploitations dans un triste état. La maison n'est plus habitable et 30% de leurs parcelles de lavande sont parties en fumée. Ça fait 3 nuits qu'on ne dort pas. Je pense qu'on va aller chez le médecin et prendre des médicaments pour un peu temporiser, confie Sophie Roder, productrice de lavande. 6 habitations parties en fumée à Jonquière. 6 maisons ont été entièrement détruites dans un village de seulement 50 habitants. Mathieu et Florent sont les premiers à avoir alerté les pompiers. Florent a vu toutes ces flammes. On a pu descendre rapidement et on a vu que la maison était complètement en feu et que tout allait se propager. C'est une zone de guerre. On a l'impression qu'il y a eu des obus qui sont tombés dans la maison. Livre Mathieu. Jeudi au soir, les premiers habitants ont pu regagner le village. 2 jours après leur départ, ils découvrent choqués un paysage de désolation. Choqués mais soulagés de se retrouver ensemble, sains et saufs. Une parenthèse vite refermée le lendemain matin. Depuis le seul point du village où le réseau passe, le maire Jacques Pirot évalue les dégâts, découragé par l'après. Il va falloir des décennies pour que ça revienne à la normale, mais déjà qu'on sorte de ce sinistre paysage noir de Sandra, explique-t-il. D'après lui, au moins la moitié de Jonquière a été touchée par l'incendie. L'incendie dans l'Aude a provoqué le décès d'une femme qui, selon le maire de sa commune, aurait refusé de quitter sa maison. Les filles de la victime livrent à France Télévisions une autre version, affirmant que les pompiers lui auraient conseillé de ne pas sortir. 3 jours après le décès de sa mère dans l'incendie de sa maison dans l'Aude, elle cherche des réponses aux questions qui la hantent. Lydie, 25 ans, l'a soutenue au téléphone alors que les flammes cernaient la propriété. Elle m'a appelé à 18h09 en panique et en criant parce qu'il y avait le feu. Pas encore au niveau du jardin, mais juste à côté du garage. Elle me disait qu'elle ne savait pas quoi faire, se souvient la jeune femme, auprès des équipes de France Télévisions. Au téléphone, Lydie demande alors conseil aux pompiers. J'ai rappelé ma mère qui était en train de faire de ses affaires. Je lui ai dit, maman, ils m'ont dit qu'il fallait que tu restes enfermée.
Alors ma mère m'a dit, de toute façon, là, je ne peux plus sortir. Il y a le feu partout dans le jardin. Je suis bloqué. Elle m'a dit, il y a la véranda qui a explosé, il y a le salon qui a pris feu. Je lui ai dit, maman, les pompiers m'ont dit qu'ils étaient sur place, qu'ils arrivent. Elle m'a dit qu'il faut qu'ils se dépêchent parce que je ne me sens pas bien. Elle commençait à s'étouffer, on s'est dit, je t'aime, j'ai raccroché et c'était fini. Je n'ai pas plus réussi à la joindre après, raconte Lydie très émue. Des versions contradictoires. Toute la nuit, la jeune femme reste sans nouvelles jusqu'au petit matin. À 5 heures du matin, la police est venue chez moi à Montpellier pour m'annoncer qu'elle était décédée. Poursuit-elle, la victime a-t-elle refusé de quitter les lieux lorsqu'il était encore temps, comme l'affirmait Xavier de Volontat, maire de Saint-Laurent de la Cabrice cette semaine? Un riverain assure n'avoir vu personne lors de sa fuite pour échapper aux flammes. On n'a vu que le feu. On n'a pas vu de pompiers, on n'a pas vu de gendarmes, on n'a rien vu, affirme l'habitant sûr de lui. Un peu plus loin, un autre témoignage pour sa part avoir croisé les secours. Ce sont les pompiers qui m'ont donné l'ordre d'évacuer quand nous étions là. Mais bon, en même temps, il y avait les flammes au-dessus de la maison, souligne-t-il. Que s'est-il réellement passé dans la commune? Le fait de me retrouver là, de ne pas avoir d'informations précises sur ce qui passait, c'est presque aussi difficile que le fait de perdre ma maman, déplore Lydie, désemparée. Une enquête a été confiée à la gendarmerie pour reconstituer minute par minute le scénario du drame. Une enquête a été ouverte par le parquet de Carcassonne pour faire la lumière sur l'origine de l'incendie dévastateur dans l'Aude. On sait que le feu s'est déclenché à Ribot où des gendarmes spécialisés sont à la recherche d'indices appuyés par des chiens renifleurs. L'origine humaine de l'incendie ne fait guère de doute. Depuis sa fenêtre, une habitante a filmé le départ de l'incendie dans l'Aude, de la fumée en moins d'une minute. L'embrasement est total. Églantine Charbonnier est l'auteur de cette vidéo. Elle connaît bien cette route départementale qui longe le lieu d'origine du feu. Il y a des gens qui viennent passer leur dimanche et leur journée de vacances au bord de la rivière. Et des automobilistes en ont. Ce n'est pas les Cévennes. Il n'y a pas de chemin de grande randonnée, pointe-t-elle depuis sa fenêtre. Ce n'est pas en mégot. Églantine a filmé le départ des flammes depuis sa maison dans le village de Ribote. La zone de départ de l'incendie se situerait dans un virage. Depuis celui-ci, on aperçoit bien la progression du feu sur cette image de satellite. Il se serait déclaré au-dessus d'une route selon le maire qui dit s'être entretenu avec les enquêteurs. Ce n'est pas un maigre, assure-t-il, ajoutant que visiblement c'est un incendie volontaire. Le feu est bien parti à une dizaine de mètres au-dessus de la route. Donc, à aucun moment, le mégot ne peut avoir déclenché cet incendie, souligne notre encore l'aider. Sur les hauteurs, un tunnel désaffecté, toujours d'après le maire, quelqu'un aurait pu s'y introduire à l'abri des regards, se faufiler dans les broussailles et déclencher le feu. C'est dans ces zones très précises que les enquêteurs ont commencé leur expertise. Leurs prélèvements seront envoyés dans un institut de recherche criminelle de la gendarmerie. L'idée, c'est de sortir l'empreinte chimique de produits accélérants qui auraient été déversés. Ça peut être un white spirit, ça peut être un alcool à brûler, ça peut être des carburants. Et de Christophe Remilon, expert en incendie et explosion à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Pour l'heure, le parquet de Carcassonne n'a pas communiqué sur les causes de cet incendie. Selon les spécialistes, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. La chaleur met en rude épreuve les journalistes, mais aussi le matériel. Plusieurs trains sont supprimés ce week-end du samedi 9 et dimanche 10 août, notamment les liaisons Bordeaux-Marseille, car la SNCF craint une surchauffe de ses rames les plus vétustes et d'éventuelles pannes de climatisation. Voyager par 35 degrés dans un train non climatisé, c'est le scénario du pire que la SNCF a décidé d'éviter à ses voyageurs. Les trains aux heures les plus chaudes du milieu de la journée seront annulés à partir de demain,
Samedi 9 août sur ces lignes: Paris-Limoges, Toulouse, Bordeaux-Marseille et Paris-Clermont-Ferrand. Les usagers sont priés de voyager plus tôt ou plus tard dans la journée. Se rencontrer ce vendredi matin ne semblait pas choquer. S'il n'y a pas de clim dans le train, ça peut poser des problèmes même pour les personnes qui ont des pathologies. Ça peut être compliqué, admet une jeune femme. La clim, c'est quand même important, avant d'une autre. On manque de robustesse des voitures de corail. Si la SNCF a pris cette décision, c'est que les trains corail qui roulent sur ces lignes ont une cinquantaine d'années. Malgré l'entretien, leurs climatisations ne tiennent pas le choc au-delà de 35 degrés. Le fonctionnement des climatisations des voitures corail a bien sûr été vérifié. Cependant, leur conception ancienne ne leur assure pas la même robustesse que celle des trains plus récents, confirme le service presse de SNCF Voyageurs. Une précaution exceptionnelle pour la SNCF, note Arnaud Aimé, spécialiste de transport, cabinet SIA. D'habitude, elle essaie d'acheminer un maximum de voyageurs, quitte à être un peu volontariste sur la robustesse du matériel roulant. Là, elle est exposée à un parc corail qui est très ancien, que l'État responsable de ces lignes a mis du temps à renouveler. Les trains corail auraient dû être remplacés dès cette année par des rames flambant neuves, mais la livraison a du retard. Elles n'arriveront sur les voies qu'en 2007. Dans simple coup de poignet, il procure une petite brise rafraîchissante. L'éventail enregistre cet été des records. Cet accessoire venu de l'Antiquité revient en force avec les vagues de chaleur à répétition. On trouve des modèles haut de gamme ou à petit prix. Dans tous les cas, il est 100% écolo. Pour se rafraîchir sous la tour Eiffel, deux visions s'affrontent. Il y a les adeptes du ventilateur de poche et il y a ceux qui choisissent un bon vieil éventail. Loin d'être ringard, il se décline dans toutes les couleurs. Pour ces touristes, c'est un accessoire de mode à part entière. Ils sont plus pratiques que les petits ventilateurs, ils sont plus amusants, assure une jeune femme déjà conquise. Les éventails séduisent aussi les plus jeunes. Quand il fait chaud, il n'y a pas de courant d'air. On meurt de chaud, confirme une petite fille. De l'artisanat au luxe, les ventes décollent. Dans la banlieue lyonnaise, Vera Pilot s'est lancée dans la création d'éventails après la canicule 2003. Jamais elle n'aurait pu imaginer un tel succès. Elle vend aujourd'hui 30 000 pièces par an. En 2024, le chiffre d'affaires de sa marque a bondi de 40%. La clientèle s'est complètement diversifiée. Avant, on nous disait, ma grand-mère en avait un, je lui en offrirai. Maintenant, c'est dans les universités qu'on en vend plus. Dans le métro, dans la rue, confirme la créatrice. Ces éventails sont fabriqués à la main en Espagne. C'est son mari qui fait les finitions dans son atelier. En période de forte chaleur, le ventre explose. On est occupé en permanence. On peut faire entre 50 et 100 éventails par jour, explique Michel Schmid, mari de Vera Pilot et directeur artistique de la marque. Ils sont tellement tendance qu'ils deviennent des pièces de collection luxueuses. Une maison centenaire collabore avec des artisans français pour concevoir des pièces à quelques dizaines d'euros ou beaucoup plus onéreuses, comme la plus chère de la boutique. Ce qui le rend précieux, c'est la monture, donc le bois qui est précieux. Et également le fait que ce soit de la glycine qui est tissée. Précise Christelle Apporan, responsable des collections du Belroi. Entre ses mains, un modèle à 5 500 euros. L'année dernière, la marque a vendu plus de 7 000 unités. Son chiffre d'affaires a été multiplié par 3 en un an.